Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Chronique Liga. Au sommaire, les remous qui ont été causés au sein du microcosme du Real Madrid par Iñaki Angulo et Romain Molina par rapport aux informations qu'ils ont révélées durant la trêve internationale. Il faut rappeler que lors du 29 octobre dernier, Mario Cortegana, rédacteur à The Athletic, avait déjà révélé des informations qui tendaient à penser que certains joueurs étaient mécontents du style de management de Xabi Alonso. Et le 12 novembre dernier, comme je l'ai dit, Iñaki Angulo et Romain Molina ont dévoilé des informations qui tendent à confirmer les infos de Mario Cortegana. En somme, Iñaki Angulo a dit clairement que Vinicius Junior, Fede Valverde et Jude Bellingham étaient très insatisfaits des méthodes du technicien basque et que il n'appréciait pas son arrogance, ses séances vidéo et pour Bellingham, par exemple, son positionnement sur le terrain. Et c'est également le cas de Fede Valverde. Romain Molina a confirmé ces informations, il en a rajouté d'autres, notamment le fait que, selon lui, Ronny Calafat, le responsable du recrutement du Real Madrid, conspirait en somme pour évincer Xabi Alonso, parce que c'est lui qui a ramené les Brésiliens présents au Real Madrid, à l'exception de Militao, qu'il a ramené, mais qui ne venait pas du Brésil, parce qu'il avait été acheté à Porto, et qu'il soutenait totalement les Brésiliens de l'effectif qui ont perdu un statut, comme Vinicius Junior ou Rodrigo et Hendrick qui ne jouent pas. Donc ces informations, elles ont fait grand bruit. Beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs se sont chargés de les relayer. Bien évidemment que durant cette trêve, certains joueurs du Real Madrid ont été interrogés les concernant. La plupart d'entre eux ont botté en touche. Maintenant, les gens se posent la question de savoir quelle va être la suite. Parce qu'avant la trêve, le Real Madrid est parti à la trêve avec une défaite en Ligue des Champions à Liverpool, un match nul en Liga face au Rayo Vallecano. Et maintenant, les gens se posent la question de savoir quelle va être la suite et est-ce que Xabi Alonso pourra résister à d'autres nouvelles défaites dans des grands matchs. Je pense notamment au match face à Manchester City en Ligue des Champions qui aura lieu en décembre prochain. Je pense également aussi à la Super Coupe d'Espagne en janvier prochain. Il faut du côté du Real Madrid déjà battre l'Atlético Madrid en demi-finale de cette compétition. Et si de nouveau ils se retrouvent contre le FC Barcelone en finale, si les Barcelonais, eux, de leur côté, se défont de l'Athletic Club, est-ce que Xabi Alonso pourra survivre à une défaite, sachant qu'il y a des poids lourds du vestiaire du Real Madrid qui ne sont pas de son côté? On est là pour en parler avec Sacha et Axel. Comment vous allez, les gars? Moi ça va super. Et toi John? Ça va très bien, merci. Je vais bien aussi, je vous remercie. Comment vous avez vécu, vous de votre côté, ces informations qui sont sorties et qui ont fait grand bruit du côté des médias? Déjà, hola Totom, je ne l'ai pas dit. Mais comment moi personnellement j'ai vécu ça, il y a une partie d'étonnement et en même temps pas tant que ça en fait. On sait déjà que l'année dernière, c'était déjà un peu chaud. Il y avait déjà des bruits de couloir, alors on ne savait pas vraiment si c'était vrai ou faux. En tout cas, c'était pas aussi, parce que même aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. On s'en doute, vu le nombre d'insiders qui en parlent et tout. Mais c'était pas aussi fort que maintenant. Et en même temps, quand on se refait un peu les derniers mois du Real Madrid, les derniers mois, voire années, on se dit que c'est un peu la suite logique. En fait. Enfin, en tout cas, c'est une probabilité qui pouvait arriver. Donc, il y a une part d'étonnement forcément. Parce que, en tout cas, on se dit, en premier lieu, on se dit que c'est pas mérité pour Xabi Alonso et le Real Madrid de l'institution. Et dans un second temps, est-ce que c'était pas la suite logique? Moi, j'ai un peu l'impression. Et qu'est-ce qui te fait dire ça concrètement? Comment tu en arrives à cette... Par rapport à la suite logique? Oui. Je l'ai un peu dit. Déjà, je
Je sais que sur la fin de Carlo Ancelotti, il y a eu beaucoup de, on va dire, de messes basses, beaucoup de bruit de couloir, comme quoi les joueurs entre eux déjà s'entendaient pas trop, que, qu'il y a eu des problèmes Vinicius Bellingham, qu'il y a eu des embrouilles dans le vestiaire, que c'était du semblant. Je crois que c'est Romain Molina qui disait ça l'année dernière ou peut-être l'année d'avant encore, que c'était beaucoup de semblant sur les réseaux sociaux. On sait que l'arrivée d'Mbappé allait, en tout cas c'est une probabilité, mais allait sûrement bouger certains postes du 11, enfin certains joueurs du 11, et donc provoquer peut-être des échauffourées, des possibles, comment dire, des mauvaises tensions, quoi, des mauvaises relations. Et Carlo Ancelotti aussi, le fait qu'il était très borné la saison dernière, est-ce que c'était pas un message envoyé au board? C'est aussi un peu une hypothèse, une théorie qui existe. Là, le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid avec tout l'ego qu'ils ont, et peut-être même parfois mérité, hein, vu certains ce qu'ils ont accompli dans le club, face à Xabi Alonso, qui n'a jamais géré de gros vestiaires, qui vient pour remettre de l'ordre dans le club, donc qui doit s'imposer face à ses égos, et généralement c'est compliqué. En fait, c'était peut-être pas la suite logique, mais une probabilité tellement forte que forcément j'y pensais en tout cas. Oui, mais alors comment t'expliques que d'un côté, tu as Carlo Ancelotti qui a, on va dire, un style de management plus souple, plus conciliant, plus proche des joueurs, qui se soit cassé les dents avec cet effectif la saison passée, et je ne parle pas simplement en termes de résultats, parce que outre les 15 défaites durant la saison, toutes compétitions confondues, on a vu, il y a pas mal d'informations qui sont sorties comme quoi le groupe l'avait lâché, ne comprenait plus ses instructions. Ça s'est vu à l'Emirates avec l'image de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga qui lui font des remontrances par rapport à la tactique. Donc, ce style n'a pas marché avec ce groupe-là la saison passée. Et maintenant, avec un autre style de management, il y a encore des mécontentements. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. J'aimerais bien avoir vos avis à vous deux là-dessus. Sacha, t'as pas donné ton avis. Moi, je veux bien répondre à ça. Franchement, je te cache pas, John, que j'ai un peu de mal à y croire. J'ai du mal à croire que c'est le style. On peut avoir des problèmes sur... je sais pas, je peux comprendre que Vinicius, ça l'embête devoir jouer 60 minutes par match. Je peux comprendre que Valverde, ça l'embête peut-être de jouer latéral. Enfin bon, j'ai peut-être un peu plus de mal avec ça, parce que si c'est là que l'équipe gagne, bon c'est comme ça que l'équipe gagne. Mais ça je peux comprendre. Que c'est sur le style, que c'est parce que parce que là c'est un peu ce qu'on lit, hein. Que c'est parce que ils sont pas contents que les entraînements soient peut-être plus dirigés, qu'ils sont pas contents de se lever un peu plus tôt. Ça franchement, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. J'ai lu oui, parce que là je sais pas si vous avez vu la déclaration de Gérard Martin qui disait que comme Inigo Martinez, avec Flick, avec le système défensif, ils ont du mal à dormir et tout. Et j'ai vu, oui, les joueurs du Real, ça serait pire. Bon, ces joueurs-là, ils ont joué des finales de Ligue des Champions, ils ont joué des matchs de Ligue des Champions où ils perdaient de 2 buts et ils ont fini par gagner. Euh, je pense pas que c'est la souplesse tactique, enfin non, justement, l'inverse. Je pense pas que ce soit la rigidité tactique qui leur fait peur. Euh, Cela dit, pour ce qu'on disait, alors c'est possible qu'ils aient lâché Xabi Alonso déjà. Même si moi, sur le terrain, c'est pas forcément ce que je vois. Là, on a eu 2 mauvais résultats, mais je pense que les mauvais résultats dans les gros matchs ne viennent pas, par exemple face à Liverpool, ne viennent pas du fait que les joueurs ont lâché Xabi Alonso. Et alors sur Ancelotti, oui, peut-être, mais pour les mêmes raisons, je pense, parce que les résultats n'étaient pas bons. Et toi, Axel, comment tu le vois? Bah, c'est assez spécial parce qu'en plus, rigidité tactique, ça cause des problèmes, mais ça gagne en fait. Enfin, je veux dire, là, on s'est quitté sur une défaite à nul, d'accord, mais après, pour l'instant, ça ne veut rien dire, hein. C'est une défaite face à Liverpool, un nul face à Vallecano. En soi, Vallecano à Vallecas en plus. Donc en soi, c'est pas ça qui te dit que la crise a commencé. Ça peut, mais c'est pas le cas. Donc en fait, on est tous étonnés.
ça se passe mal avec le coach, alors que le club gagne tous ses matchs quasiment depuis le début de saison. Il y a eu la défaite contre l'Atleti et les 2 matchs, je viens d'en parler, mais sinon c'est que des victoires. Premier de Liga, en Ligue des Champions, on va dire ça se passe, ça va. Pourquoi tout ce bazar? Donc, moi, honnêtement, comment expliquer ça? Je comprends Sacha. C'est vrai que c'est étrange, des joueurs comme ça, des joueurs de skate, même simplement des joueurs professionnels qui ont du mal avec la rigidité tactique, c'est un peu compliqué. Après, je veux bien croire que ils sont devenus feignants sous Ancelotti, mais c'est une possibilité quand même, parce que 4 ans avec Ancelotti, s'il a toujours été aussi souple et conciliant pendant ces 4 ans et que tu as quand même gagné, bah, je peux comprendre que tu deviennes feignant à un moment donné. Donc, c'est en vrai, moi, je suis pas trop comment dire, fermé à l'idée, mais, je n'aurais pas d'explication claire, honnêtement. Pour moi, c'est très étonnant. Mais je pense quand même plutôt que c'est une question d'ego qui parle. Hein. C'est une question de Mbappé arrivé, il a chamboulé beaucoup de choses en attaque. Vinicius, Bellingham, ils ont tous pris un peu sur eux en première année, la première année de Mbappé. Là, ça commence à être la deuxième. Tu as un nouveau coach qui est censé être là pour plusieurs années, qui est censé incarner le renouveau du Real Madrid. Et tu vois déjà quand tu es Vinicius que tu es remplacé à la 70e d'un Classico, que tu commences, il y en a qui commencent pas tous les matchs, alors que Mbappé, qui se fasse un mauvais match, il est toujours là. Bellingham, c'est un peu plus compliqué. Valverde aussi, qui joue latéral. En fait, quand tu vois ça et que tu dis ça va durer entre 2 et 3 ans, bah, je comprends que tu commences à saturer et que ça commence à faire des problèmes. Ouais. Et Sacha, moi je trouve que le point de vue d'Axel, il est intéressant. Est-ce que, au final, qu'est-ce que ces informations elles cachent en toile de fond, Ah, selon toi? ça c'est la question. Bah pour moi tout simplement, on accélère le processus de baptisation du club en fait. Je pense que dans le club, il y a des joueurs qui ont une légitimité parce qu'ils ont déjà gagné, parce qu'ils nous ont déjà donné ce qu'on voulait, et que pour légitimer la, comment dire, l'hégémonie de Kylian Mbappé au Real Madrid, eh ben, il y a besoin de casser ces statuts. Il y a besoin de casser euh, les légitimités de ces joueurs qui sont donc Vinicius, Bellingham, peut-être Valverde aussi, et d'autres d'ailleurs. Rodrigo, il a fallu le rétrograder aussi. Je sais pas si j'ai d'autres exemples en tête là. Euh, Peut-être pas. Bah, c'est les rôles offensifs, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est les offensifs. Voilà, t'as besoin de descendre des joueurs pour en monter d'autres. Et donc pour moi, le fond de cette histoire, en gros, c'est ça. Tout simplement. Bah, on peut même pas dire que la montée en puissance, entre guillemets, de Güler, elle n'est pas due à du temps de jeu parce que ça s'entend bien avec Mbappé, finalement. Comment ça? En plus. Genre que si on met Güler, bah, ça s'entend bien avec Mbappé. Alors que, supposons qu'il soit mauvais dans tous les autres aspects du jeu, mais si ça s'entendait que bien avec Mbappé, il serait quand même là, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Position. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Pour moi, le problème, et je pense que tu n'as pas assez appuyé dessus encore, ces méthodes venant de toi, bah, le problème, c'est Mbappé. Alors, comme on dit, en plus avec Sacha sur El Clasico depuis des années maintenant, bon malade, non, mais depuis des mois, c'est que le problème, c'est Mbappé. C'est pas lui, c'est pas le fond de Mbappé, en fait. C'est pas lui, il est là, il fait ses stats, on va dire que il fait quand même des bonnes saisons si on parle juste de lui, mais, c'est son recrutement, c'est sa présence qui est dérangeante et qui chamboule l'effectif. C'est qu'il apporte des problèmes. Tu peux pas juste rajouter Kylian Mbappé dans cette équipe. Il y a des conséquences à ça. Et donc ça en fait partie. Et. Non, Enfin, vas-y, je te laisse finir. je complète, c'est qu'on a été obligé au sein du Real Madrid, j'imagine qu'il y a des ordres venant de dessus, de titulariser Mbappé, parce que moi, ça m'étonne vraiment de voir Mbappé autant titulaire avec Xabi Alonso. Certes, il stat, mais il y a plein de matchs où il méritait de sortir, il y a plein de matchs où il méritait pas de commencer, et pourtant, il a quand même été là, et je sais que dans la communauté madrilène, ça en parle beaucoup de cette soi-disant méritocratie, mais qui n'est jamais appliquée à Mbappé.
Donc, est-ce que c'est Xabi Alonso qui veut faire de Mbappé le joueur de son effectif, veut faire tourner l'effectif autour de Mbappé, ou est-ce que c'est le board qui insiste sur Mbappé, comme on a vu aussi un petit peu l'année dernière, où on insistait aussi sur Mbappé qui faisait encore une pire saison et qui était encore titulaire et qui sortait très peu. Moi, j'ai plus l'impression que ça vient du board, mais après, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est que Xabi Alonso force quand même avec lui. Et donc, tu es obligé de dire à des joueurs qui ont gagné parfois une, voire deux Ligues des Champions, d'aller sur le banc, de sortir. On dit on donne les clés à Mbappé, et ça a été confirmé par il me semble, Vinicius lui-même, de toute façon, pendant le Classico. À un moment, il parle avec Ferran Torres, et ça lui demande, c'est Mbappé qui prend les pénaltys maintenant? Il dit oui, bah voilà, c'est comme ça. Oui, c'est Mbappé qui prend les pénaux, mais je me suis toujours demandé de quel droit. De quel droit c'est Mbappé qui vient et qui on lui donne tout, surtout quand le rendement, chacun pense ce qu'il veut, soulier d'or peut-être, mais moi je trouve qu'on va dire c'est assez bien. C'est assez bien, il peut mieux faire. Il peut mieux faire dans un effectif pareil qui lui donne tout. Je suis pas aussi sévère que Sacha, et je crois que c'est John est un peu plus sévère que moi aussi. Mais je suis pas aussi sévère sur Mbappé, mais quand même, il y a peu mieux faire. Et je comprends toujours pas comment on a pu reléguer des joueurs à des crans en dessous, alors qu'ils ont fait 10 fois plus que Mbappé au Real, qui n'a rien fait pour l'instant. Et moi, je voulais rajouter un dernier truc. Et tu faisais bien de le dire, John, au tout début. C'est qu'en fait, la question là, c'est quoi la suite? Vers quoi on nous emmène? Parce que moi, je pense que la majorité de ce qui a été dit là est faux. Mais comme on a pu le voir, par exemple, quelque chose que je dis souvent, par exemple, sur le comportement de Vinicius, c'est qu'en fait, tout ça, tout ce climat qu'on est en train de créer, peut-être complètement artificiellement, mais en tout cas partiellement artificiellement. Tout ce climat qui est en train d'être créé aura des conséquences. C'est-à-dire que ça aura des répercussions matérielles. Et donc, si c'est pas là que ça explose, bah on a en tout cas vraiment l'impression que ça va bel et bien exploser un jour. Et surtout que il y a tout le truc avec Vinicius depuis la saison dernière, que Vinicius il veut partir en Arabie Saoudite, et puis c'est la guéguerre parce que Vinicius c'était l'ancien numéro un au Real, et donc là il y a une guéguerre entre ceux qui veulent garder Vinicius en numéro un, ceux qui veulent mettre Mbappé, etc. Mais en fait, Vinicius, c'est c'est pas comment dire, Vinicius, c'est pas c'est pas la fin, c'est pas le dernier mot. Quand Vinicius partira, s'il part, bah il y aura d'autres problèmes aussi. Après, enfin si les résultats viennent pas, mais je pense que les résultats viendront pas. Après, ce sera Bellingham parce que on parlait beaucoup du salaire, que Vinicius va avoir le même salaire que Mbappé et tout. Sauf que Bellingham aussi va vouloir avoir le même salaire que Mbappé l'année prochaine. Euh, Après, ça Il va veut être pas son qui? poste déjà. Déjà. Après, ça va être qui? Euh, J'en sais rien. Rodrigo, déjà, ça va être compliqué. Tu vas perdre Hendrick en prêt, mais alors, est-ce qu'après après un prêt à 19 ans dans ces conditions, il va pouvoir revenir bien? Je sais pas. En fait, tu vas essayer de te créer un effectif autour de Mbappé, sauf que euh, tu vas perdre des joueurs pour les remplacer par des joueurs moins bons, et ton équipe sera pas forcément meilleure, je pense. Voilà. Ouais, moi je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit. Alors, j'ai bien aimé quand tu as dit, Sacha, que tu estimais que les informations étaient fausses. Parce Ouh. que c'est bien que tu précises ça, parce que ça, il n'y a que ça qui peut corroborer ta thèse qui veut qu'on dénigre certains cadres pour mettre Mbappé en avant. Et si c'est le cas, c'est tout à fait possible. Voilà. Maintenant, moi, je me base sur les faits. C'est que ce groupe-là, en 2023-2024, il ne posait pas de problème. De tous les échos qui sont sortis, c'était un des groupes au Real Madrid où il y avait le moins d'ego, Hmm. le moins de problèmes. Et une saison après, donc la saison dernière, ça a totalement changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
il y a eu l'arrivée de Mbappé, qui a totalement modifié l'équilibre du vestiaire, et même le microcosme du club en général, et les départs de Kroos et Nacho. Pour moi, il ne faut pas les oublier, parce que tu as quand même 2 leaders qui sont partis, 2 cadres. Et le gros problème qui s'est passé, selon moi, c'est la manière dont le club a introduit Mbappé. Le statut direct qu'il lui a donné, avec sa présentation, avec le fait d'en faire un intouchable, même quand il était catastrophique au début de la saison. Et dans le fait de le promouvoir comme leader dès qu'il a commencé à bien jouer. Je vais vous donner un simple exemple. Lors de la finale de Coupe intercontinentale en décembre 2024, Vinicius, il est MVP du match. Le mois d'après, effectivement, Mbappé, il est excellent lors de cette finale de Supercoupe perdue face au Barça, et après face à City. Et là, la propagande médiatique a commencé dans les médias pour promouvoir Mbappé leader. Donc, le grand responsable de ce qui se passe, c'est le club, effectivement. Maintenant, moi, effectivement, je ne sais pas si ces informations, elles sont vraies ou pas. Moi, ce que je vois, c'est que Ancelotti, qui est un grand meneur d'hommes, n'y est pas arrivé avec ce groupe, et c'est peut-être le plus grand meneur d'hommes de l'histoire du football. Et un autre entraîneur n'y arrive pas non plus. Donc, il y a un problème. Dans ce que Romain Molina dit, d'après lui, c'est à cause des joueurs qu'il a abandonné sa défense à 3. Moi, ça me paraît tout à fait aberrant. Parce qu'il n'a pas à céder aux joueurs. On le voit aussi, il a cédé sur le pressing. Le pressing n'est plus autant efficace. Donc, par rapport à ça, je lui en veux. Pourquoi ? Parce que je suis d'accord qu'il faut faire des concessions. Mais si pour qu'au final, ces concessions, ça ne te fasse pas remporter de titre, moi, je préfère qu'il quitte à ce qu'il meure, mais qu'il meure avec ses idées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est intéressant parce qu'en plus, ça ouvre la question de ce qu'avait demandé aussi Sacha de mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin, qu'est-ce qu'on fait après. Je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu sur. Moi, on est d'accord tous les trois sur le fait que ce qui engendre ça aujourd'hui, c'est Mbappé. Mais je pense aussi, dans le cas où c'est vrai, qu'il faut quand même condamner. Je veux dire, il y a des comportements à pas avoir et tu ne peux pas agir comme ça dans un club comme le Real Madrid. J'espère ne pas trop mouiller en disant que vous êtes d'accord avec ça pour condamner. Je pense que c'est important aussi de le dire, à moins que vous voulez faire la révolution avec eux contre Mbappé, si c'est clairement ça. Mais je pense quand même que il y a des torts de tous les partis. En vrai, peut-être pas pour Xabi Alonso. Enfin, si, parce qu'il y a eu l'affaire Classico. Mais c'est vrai qu'il y a des comportements enfantins et les crises d'ego ne doivent pas avoir lieu avec Mbappé ou sans Mbappé. Mais John, c'est intéressant parce que il y a le côté on en fait quoi, comme disait Sacha, on fait quoi maintenant? Parce que c'est bien que tu dises que Carlo Ancelotti n'y est pas arrivé alors que c'est un coach, c'est un manager un des plus grands de l'histoire. Là, Ancelotti n'y arrive pas, Xabi Alonso n'y arrive pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est que la philosophie du Real, peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle va changer avec les élections, c'est toujours le coach, de toute façon. C'est toujours le coach n'a pas réussi, et ben on en reprend un autre. Sauf que si ces deux-là, ça n'a pas fonctionné, parce que Xabi Alonso, c'est peut-être pas le plus grand meneur d'hommes de l'histoire, mais il a du bagou, je veux dire. Je pense qu'il instaure quand même un respect, c'est pas n'importe qui. Donc même si lui n'y arrive pas, qui tu vas devoir aller chercher? Zidane? Tu vas aller récupérer Zidane? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et si Zidane c'est pas une bonne idée, il y a personne d'autre où c'est une bonne idée finalement. Donc en fait, pour moi c'est là que le Real se dirige. C'est-à-dire que ce coach-là ça va marcher une saison, on en reprend un autre. Ça se trouve ça va durer 6 mois même certains. Et c'est la danse des entraîneurs. Alors ça peut être une bonne chose. C'est souvent une bonne chose. C'est souvent ça. Il faut souvent un changement de coach. Mais je pense pas que dans ce contexte c'est le cas. On va me comparer ça par rapport au Barça. C'est vrai que l'effectif de Xavi en 23-24 et de Flick en 24-25, quand tu regardes, c'est le même quasiment. Il n'y a que Dani Olmo qui change. Et, il est moins bon.
Et pas Victor. Et presque, ouais, presque, il est moins bon. Bah, pas Effectivement. presque, il est moins bon. Il perd Ouais, ouais, ouais. Gundogan, Joao Tu perds Félix, Joao Gundogan, Cancelo. tu perds Roméo et tout, donc oui, il est moins bon. Et, et pourtant, il fait mieux. Et il fait bien mieux. Donc oui, ça peut être l'entraîneur, mais là, c'est pas une question de. Félix, c'était pas une question de gérer le vestiaire. Le vestiaire a été déjà géré en soi. Xavi pouvait le gérer. Là, c'est une question de niveau de coaching, c'est de rang d'entraîneur dans l'élite mondiale. Là, en l'occurrence, pour ce qui est du Real Madrid, il va falloir réussir à gérer ce vestiaire. Et de toute façon, sur quoi on se dirige? Comme j'ai dit, soit c'est la valse des entraîneurs, mais en parallèle, ça peut être aussi Vinicius compte partir. Vinicius compte partir. En tout cas, c'est des rumeurs qu'on entend. Vinicius peut partir. Rodrigo, je pense qu'il va partir aussi à un moment donné. Et donc, tu vas perdre pas mal de tes gros joueurs pour faire jouer Mbappé. Et en fait, je sais pas vous, même si j'imagine bien, mais ce projet-là, c'est pas ce qui est le plus excitant, quoi. C'est pas, moi, je ne mets pas une pièce dans ce projet-là. Et ce qui est très intéressant et marrant à faire, c'est de comparer comment les clubs se comportent quand ils ont Mbappé et quand ils l'ont pas. Regardez le PSG, comment le board et comment l'effectif, les entraîneurs commencent à se comporter au PSG, l'environnement parisien de 2017 à 2024. C'était un chaos, une anarchie. Et depuis qu'il est parti, tout va drôlement mieux. Et là, le Real, alors de 2007 à 2024, c'est tout l'inverse quasiment. C'était tout va bien. Tu en parlais très bien, John, 23-24. C'était peut-être le meilleur vestiaire de l'histoire du foot, je crois. Et tout coïncidait parfaitement. L'effectif était équilibré, le collectif parfait. Et Mbappé arrive et moi, je vois quelque chose de la part du board madrilène dont je n'ai jamais été habitué, c'est de tout donner à Mbappé, de tout lui laisser, de tout faire autour de Mbappé. Je ne sais pas si Pérez a peut-être compris un truc qu'on n'a pas compris, mais moi, ça m'étonne. Quand je me dis que c'est le même gars qui a snobé CR7 à son prime, quasiment. Bon, aussi, on peut le dire, c'est un de ses primes. Et qui là, maintenant, donne tout à un gars qui n'a rien fait de sa carrière, une Coupe du Monde à 18 ans, mais qui en a 26, il me semble, aujourd'hui, et qui n'a aucun ballon d'or, aucune Ligue des Champions, qui n'a rien fait de très grand, à part deux très bonnes Coupes du Monde. Mais c'est pas de ça qui te fait un excellent joueur. Bah, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et on se dirige vers un chaos, en fait. Ça va être compliqué, surtout que là, ça peut être commencer maintenant. Retour de trêve. Là, le Real, déjà de base, sans savoir ça, parce que là, comme tu as bien dit, John, les problèmes, ils sont là depuis quelques jours, /semaines. Mais avant la trêve, on ne savait pas ça. On ne le savait pas. Et déjà là, on se disait avec Sacha, pendant dans quelques classicos, on disait ça, on se disait, le Real, ça marche bien, ça roule bien. Mais tu sens que ça peut casser à un moment donné. Il y a une atmosphère bizarre qui fait que ça peut se casser. Et moi, j'étais vraiment en état d'esprit de me dire que la moindre mauvaise passe, comment déjà, juste sans savoir ces problèmes-là, comment le club va réussir à sortir de cette mauvaise passe, si mauvaise passe il y a. Parce que sur une saison, il va forcément y avoir un moment compliqué, des matchs nuls, des défaites. Comment l'effectif va se sortir de ça? Comment l'effectif va avoir le mental de sortir de là sans savoir ces informations-là? Et là, maintenant, il y a ces informations-là. Je crois qu'il faut qu'on se penche sur le retour de trêve assidûment parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça peut vraiment être très compliqué dès maintenant et ça peut durer très longtemps. Et je pense que la solution, si vous voulez en parler, c'est de virer le 10. Hein. Alors, Bien dit. moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Et justement, la question de base, c'est celle de Sacha, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que il faut bien distinguer ce que Mbappé a apporté comme déséquilibre des autres choses. C'est pas forcément facile. Parce que, à titre personnel, la présence de Mbappé ne justifie pas que la saison dernière, ceux qui fassent le preuve de plus de leadership parmi les joueurs de champ du Real Madrid soient Dani Ceballos et Raúl Asensio. Dani Ceballos qui commence la saison comme 5e ou 6e milieu de terrain et Raúl Asensio
qui est un jeune de l'équipe réserve, qui commence sur le banc et qui devient titulaire parce que la saison de Militao est terminée. Donc il y a des joueurs qui n'ont pas fait le pas en termes de leadership. Et ça, pour moi, c'est un gros problème, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, Axel, par rapport au fait que tu sentais une certaine fragilité et que tu te demandais, s'il y a une série de défaites, comment est-ce que l'équipe allait réagir. Je trouve que cette équipe, contrairement au Real Madrid d'avant, on va dire d'avant 2024, elle n'arrive pas, elle gère très mal ses temps forts et ses temps faibles, et elle n'a pas de capacité de réaction. Alors que c'est ce qui faisait sa force en temps. Maintenant, par rapport à la suite, elle est simple. Bien évidemment que l'idéal, ce serait de virer 10, comme tu dis. Maintenant, ça, c'est impossible. On part du... Ah oui, c'est un problème. Donc, à partir de cette contingence, qu'est-ce qu'on fait? La solution est toute trouvée. Et j'en parlais déjà avec des gens la saison passée. C'est très, très simple. Il faut faire le ménage. Vinicius, Rodrigo, loin. À commencer par ça. Pourquoi? Et peut-être à terme d'autres joueurs, pourquoi? Parce qu'il faut que Mbappé soit mis dans les meilleures conditions, vu que de toute façon il va rester, et pour pas qu'il n'ait d'excuses si ça se passe mal. La saison passée, on a entendu quoi? Ouais, il n'y avait pas Kroos. Il n'y a plus Kroos, il n'y a pas d'organisateur. Voilà. Moi, je me bats juste sur les faits. Il peut marquer 100 buts en phase finale de Ligue des Champions contre l'Atlético et contre Arsenal, match aller-retour. Non seulement il ne marque pas, mais il ne fait rien, à part le penalty qu'il a provoqué contre l'Atlético au retour. Pourquoi? Parce que c'est la seule occasion qu'il a des espaces. Donc, en transition, il est bon. Mais quand il est privé d'espace, il est inopérant. C'est tout. C'est Dani Olmo, quoi. Petit excursus, petit aparté. Un joueur qui a autant de limites, mais ça vaut aussi pour Vinicius, qu'il soit parmi les meilleurs joueurs du monde en 2025, ça montre à quel point le football il a régressé. Que ça plaise ou pas. Maintenant, je continue mon propos. À partir de là, il faut le mettre dans des conditions qui lui permettent de performer. Dans l'axe au Real Madrid, moi, je suis l'entraîneur d'une équipe adverse, je sais parfaitement comment défendre. Et l'entraîneur de Liverpool l'a dit, lors de ce match-là, Mbappé, il a été inopérant aussi. Pourquoi? Parce qu'il était privé d'espace. Pourquoi? Arne Slot l'a dit, le Real Madrid a fait exactement ce qu'on pensait. Simple. Donc, dès qu'ils étaient privés de ballon, dès que le Real Madrid avait le ballon, il reculait, Liverpool, pour empêcher les transitions, pour priver les offensives d'espace. À partir de là, c'était simple. Donc, il faut mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Et après, la responsabilité et la pression sera sur lui. C'est ça qu'il faut faire. Parce que de toute façon, au moins jusqu'en 2029, il est là. Moi, John, j'ai un peu de mal avec ton discours, je vais te dire pourquoi. Parce que, enfin, quelque part, t'as raison. Mais en fait, j'estime qu'on l'a déjà assez vu dans les meilleures conditions. On l'a déjà vu, j'estime, dans toutes les conditions possibles. Et que si là, on te rajoute... oui, c'est parce qu'il n'y avait pas Cross. C'est parce que... mais en fait, pardon. Si là, on te rajoute ça, en fait, on va toujours te rajouter des trucs. Alors que la vérité, c'est que... euh, au PSG, depuis 2021, on l'a vu dans toutes les configurations possibles. On l'a vu ailier gauche. On l'a vu en 10. On l'a vu dans une attaque à 2. En 10, je voulais dire en 9. Cela dit, on l'a vu aussi en 10. On l'a vu avec Messi, avec Neymar, avec Vinicius Junior, avec Bellingham. Moi, c'est drôle, je lisais quoi la dernière fois? Je lisais Vitinha, il est incroyable. Franchement, si on l'avait au Real, c'est sûr qu'on prendrait la Ligue des Champions. Mais Mbappé, il a pas joué avec Vitinha. Il a joué avec Vitinha, avec Fabian Ruiz. Je ne vais pas citer pardon, tous les joueurs avec qui il a joué. Mais il a joué avec tous ces joueurs. Il a joué dans tous ces dispositifs. Et ça n'a pas fonctionné. Euh, Toi, en fait, il n'y aura jamais ce jour où il n'y aura plus d'excuses. Il en a déjà plus, moi, je pense. Donc,
On va dire Diable. que là où je sais pas si toi t'espères en fait quelque chose, moi je suis un peu plus fataliste que toi. Et Ah, moi, j'espère rien, Sacha. Oh, bon. Je dis pas que ça va marcher. Non, Sacha, on se parle franchement. Ok. Du moment, Allez. je voulais pas qu'il vienne, et du moment où il est là, j'ai imprégné dans ma tête que pendant de longues années, je ne reverrai plus le Real Madrid remporter de Ligue des Champions. Yes. C'est tout. À Ouais. partir de là, voilà, on se parle franchement. Donc, à partir de là, ce que je dis, oui, mais ce que je veux pas, c'est qu'il ait tout le temps des excuses. Tu vois? Bah, je suis désolé John, mais soit tu penses qu'il en a déjà plus, et il y a vraiment de quoi le penser, ou soit bah, il en aura jamais, parce que ceux qui le défendent, euh, tu vois, je vais pas, voilà. Mais on parle de gens qui sont pour moi un peu fous. Ceux qui le défendent lui trouveront toujours des excuses. Oui, mais après, la tutosphère, ça m'intéresse pas, Sacha. C'est pas le bon référent pour évaluer, on va dire, le quotient moyen des supporters. Désolé, hein, tu vois. Bah, dis Et donc. ouais, désolé d'être un peu cru, mais c'est vraiment ce que je pense. Et pour moi, je suis dans le factuel. Voilà. Euh, donc, donc ça, c'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout en Espagne, les supporters. Ces supporters-là, ils l'ont quand même sifflé contre l'Atlético Madrid au Bernabéu. Ils l'ont sifflé contre Arsenal au Bernabéu. Donc il y a quand même il y a quand même une certaine forme de lucidité encore, tu vois. Mhm. Bah parce que les résultats suivent pas. Et voilà. Les résultats suivent pas et même là, moi, ce que je dis, parce que certains comprennent pas, euh, quand là je dis, bah peut-être que les joueurs, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur du vestiaire, parce que les résultats suivent pas, les gens comprennent pas, parce qu'effectivement, on est premier en Liga et en Ligue des Champions, on est bien aussi. Mais le problème, c'est que dans les gros matchs, on s'améliore toujours pas. Et au Real, on veut pas se le cacher. C'est la Ligue des Champions qu'on a envie C'est la Ligue des Champions qui nous donne le plus d'émotions, c'est la Ligue des Champions qu'on a envie de voir. Et, euh, et en fait, tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions en étant mauvais dans les grands matchs. C'est-à-dire que, alors apparemment, on peut en gagner quelques-uns. Par exemple, contre le Barça, on a gagné. Mais c'est miraculeux, en fait, à chaque fois. Et quand je dis miraculeux, parce que ça a à peu près été à confusion par rapport aux victoires sous Ancelotti, par exemple. Euh, bon, je considère que sous Ancelotti, quand tu gagnes 4 fois d'affilée, et que les 4 fois d'affilée c'est entre guillemets miraculeux, bon bah c'est plus miraculeux. Moi je considère ça comme ça. Là en l'occurrence, tu perds contre le PSG, tu perds contre l'Atlético, tu perds contre Liverpool, et au milieu de ça, tu bats 2-1 le Barça qui avait 70 blessés qui a failli. Bon, en vrai c'est un peu malhonnête peut-être de dire ça, mais voilà, qui a une occasion de foi à la 90e minute. Bon bah, ça je considère que c'est un peu une victoire qui est miraculeuse. Parce que c'est au milieu de que des défaites, quoi. Et donc, ce que je disais, c'est que tu peux pas gagner la Ligue des Champions comme ça. Xabi Alonso, c'est remarquable ce qu'il arrive à faire dans les petits matchs, je trouve. Il y en a juste un où il a fait match nul et franchement, c'est le plus gros des petits matchs, je crois. Vallecano à Vallecas. Mais voilà, faudra s'améliorer sur les gros matchs. Et ça, avec une équipe comme ça, avec... quand je dis une équipe comme ça, je parle du projet. Euh, C'est-à-dire d'avoir Mbappé et des joueurs autour qui le complètent. Bah, je pense pas que ça le fera. Je pense pas qu'on a un plafond qui est très haut dans les gros matchs avec ça. Qui peut nous permettre de battre une grosse équipe en huitième de finale, rebattre une grosse équipe en quart de finale, rebattre une grosse équipe en demi-finale et rebattre une grosse équipe en finale de Ligue des Champions. Je pense que ce sera pas possible avec ce projet. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je n'impute pas ça seulement à Mbappé. Je suis désolé, Sacha. Je te donne un simple exemple. Le match contre Marseille. Le pressing des trois offensifs, Rodrigo Mbappé, Mastantuono, il est irréprochable. Ouais. Comment tu peux expliquer que Marseille arrive autant à mettre en défaut, à créer du danger sur le but du Real Madrid? Moi, j'ai ma réponse, hein. Mais j'attends de voir toi ce que tu veux dire et puis après je te donnerai mon sentiment. Bah... Attends, j'essaie de me ressouvenir du match un petit peu. Après, en fait, dans tous les cas, je dis pas que... En fait,
Ça n'a pas de sens parce que il est là, Mbappé, là. Il était là dans ce match-là. C'est-à-dire que moi, je ne critique pas seulement le fait, son pressing, son jeu dans les petits espaces. Je critique pas que ça. C'est-à-dire que ça, je critique, c'est vrai. Mais je critique principalement l'équipe autour de Mbappé. Et je veux dire, par exemple, en fait, c'est bête, mais c'est que des liens de causalité. Et certains ne comprennent pas ça. Mais oui, si Huysen et Carreras ratent leur passe face à Atlético, alors c'est pas indépendamment à cause de Mbappé. Mais oui, Mbappé est concerné par cela. Parce que je saurais pas exactement te dire, mais il conditionne le placement d'un joueur, qui conditionne le placement d'un autre, euh, qui fait que ces joueurs-là vont rater une passe et donc vont être mal mentalement dans le match. Enfin, là je vais très loin pour imager. Mais par exemple, sur Vinicius, pour moi, le lien il est beaucoup plus gros. Tu comprends directement pourquoi Vinicius doit jouer 60 minutes par match, et donc pourquoi il est fâché au Classico, et pourquoi peut-être à cause de ça, on peut perdre le Classico. Mais bref, pour revenir à vraiment la question que tu me posais, de contre Marseille, bah c'est l'équipe d'Mbappé en fait pour moi. C'est l'équipe d'Mbappé, et donc même s'il fait un pressing irréprochable et qu'il fait un bon match dans les petits espaces, bah les joueurs autour vont se comporter pour lui. Enfin, ça n'a pas trop de sens de le dire comme ça. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Oui, ils non, vont mais jouer je pour lui, comprends quoi. ton dire, mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que, regarde, Mbappé, il fait une passe à Mastantuono qui a plus qu'à la mettre au fond, il tire sur le gardien. Voilà. Ça, c'est pas la faute de Mbappé. Quand Vinicius, il entre, Mais il oui, mais provoque un sauf que... penalty. Il ça- provoque un penalty après un 1-2 avec Mbappé. Tu vois. Et moi, ça ne me répond pas à la question de savoir comment tu as les trois offensifs. Quand il pressait pas la saison dernière, Mbappé, Oui. j'étais le premier à insister là-dessus. Et j'avais refait un tweet quand on lui a attribué le 10 pour dire pourquoi vous écharpez sur un maillot, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille presser et qu'il attaque la surface. Quand je parlais de pressing, on me rétorquait des inepties comme ouais, mais s'il presse trop, après, il a plus de carburant pour aller marquer. Quand je disais qu'il devait perdre du poids, ça me disait tu connais rien. Et après, quand avec sa gastro, là, il en a perdu, ah oui, c'est bien, il a affûté. Tu vois. Maintenant qu'il a fait ça, je suis désolé, mais et qui presse. Bon, maintenant le pressing ces derniers matchs, il s'est un peu étiolé, mais au moins le match de Marseille, où le pressing est irréprochable. Comment ça se fait que le pressing soit irréprochable et qu'on ramasse autant de vagues de la part de Marseille? Moi, je te donne mon sentiment et je ne vais pas lâcher là-dessus. Je ne vais pas lâcher là-dessus. Si Bellingham reste un joueur offensif, mon milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler et Ceballos. Et ces joueurs-là, la moyenne de ces joueurs-là, c'est, je vais donner un terme que la twittosphère aime bien, c'est mythe. C'est pas du standing du Real Madrid. Et je suis désolé, est-ce que vous trouvez que Tchouaméni et Camavinga, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont évolué sur leurs actes de progression? Moi, je crois Bah, pas. Moi, je attends, crois pas. Non, non. Non, non. j'ai plein de trucs à te répondre là. Ouais. Et moi, ça, c'est pas de la faute de Mbappé. C'est trop facile que des joueurs ils se cachent derrière. Et c'est comme Tchouaméni, je te donne un exemple, papa, je te laisse parler. Ça me parle de duel gagné. Mais moi, j'ai pris des captures d'écran. J'ai fait des vidéos du match à Liverpool et je peux vous montrer le nombre de duels qu'il évite aussi. C'est comme Van Dijk. Hein. C'est facile d'avoir des bonnes stats dans les duels quand on en évite la moitié. Et les plus difficiles. C'est très facile, ça. Voilà. Vas-y, à toi, Sacha. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois te répondre. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, déjà. Premier truc, tu m'as parlé de l'action de Mastantuono. Euh, Alors c'est vrai, mais non, c'est pas ce que tu disais sur Bellingham. Mais euh, avant aussi, on ratait des occasions en fait. Si pour gagner, il va falloir faire toutes les actions, tous les duels, 90 minutes par chaque match,
parfaitement, on est mal barré. Tu me parlais de l'action de Massentiano raté. On ratait des actions avant aussi. Euh, et par rapport au pressing, bon, j'ai compris ce que tu m'as dit, ok. Mais bah, tu m'as donné ton sentiment, je te redonne un petit peu le mien, qui est que on a vu donc Mbappé pressé, on a vu Mbappé pas pressé du tout, on a vu Mbappé pressé un petit peu. Pour moi, on a déjà vu ce projet tellement sous toutes les configurations et il y a eu tellement que des échecs, c'est-à-dire que jamais, que ce soit le Real la saison dernière, bon cette saison c'est compliqué à dire du coup, mais les saisons d'avant au PSG, jamais le PSG ne s'est approché vraiment de la Ligue des Champions parce que, ok, il y a deux demi-finales, alors deux fois contre le perdant de la finale d'ailleurs, et puis, je veux dire, loin quoi. Pour moi, en 2021, le PSG est loin de City qui en plus va perdre la finale contre Chelsea, et de la même manière en 2024, ils perdent contre Dortmund qui est très loin du Real. Donc bref, voilà, c'est juste pour dire ça. Pour moi, le projet de soumettre des joueurs, de faire jouer des joueurs pour Mbappé, d'en faire, c'est un peu se forcer. Quelquefois, ça peut exister. Ça peut exister, mais c'est un peu se forcer. Donc ce projet-là, de faire des joueurs jouer pour Mbappé, pour moi, il ne fonctionne pas et il ne fonctionnera jamais. Voilà. Qu'il Eh, mais presse ou je, pas. mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que, et dans le cas du Real Madrid, à la limite, et bien évidemment, c'est ce que Axel a dit, et c'est très vrai, les joueurs qui ont gagné une ou deux Ligues des Champions ne vont pas accepter de courir ou de jouer pour un joueur qui n'a rien gagné de significatif en Depuis club. 2018. Que ça plaise ou pas. Que ça plaise ou pas. Mais ça, c'est un Exactement. discours. Oui, mais Axel, ça, c'est un discours qui est pas apprécié, qui est impopulaire en France. On va te sortir sa Coupe du Monde, ses Coupes du Monde. On va te sortir son nombre de buts. Mais on s'en fiche. Alors, on s'en fiche. Oui, mais toi, parce que tu es lucide, Merci. Axel. Mais Eh ben, les gens, ils sont aveugles. totalement. Et ça, c'est un sentiment humain. Moi, Et- je serais déjà parti. Je serais déjà parti si j'étais eux. Mais maintenant, Sacha, Je voulais te répondre sur le milieu aussi. si au moins, on va y venir. Si au moins ils avaient l'assurance de se dire, ah, allez, on fait des efforts pour lui, mais il va nous faire gagner la Ligue des Champions. Mais là, il a rien fait. Il a rien fait dans les deux doubles confrontations en phase finale. Il n'a strictement rien fait. Je parle même pas de but. Au contraire, si, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a loupé une occasion à 0-0 à l'Emirates contre Arsenal. Et un supporter neutre, supporte Milan, il m'a dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même dénouement si Mbappé marque sur cet axe. Totalement. Donc, Sur quelle action, pardon? Donc, J'ai pas entendu. Contre sur Arsenal, le face-à-face contre Raya, Ok. à l'Emirates. quand Voilà, Bellingham lui fait la passe. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si au moins, là, il avait fait passer son équipe en demi-finale, allez, j'aurais dirais, ouais, ben alors, allez, on prend sur nous, on fait l'effort. Mais là, c'est même pas le cas. Donc ça peut pas, bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Vas-y sur les milieux, Sacha. Alors sur les milieux, là aussi c'est un peu, je sais que c'est un peu une hot take, surtout en ce moment, en plus avec toi. Mais je crois que je suis pas d'accord. Parce que, enfin il y a des points que tu as dit qui sont incontestables. Moi sur le papier, Bellingham, ok, c'est un offensif, mais bon, comme ça m'arrange, là, je vais prendre dans les milieux. Euh, sur le papier, je trouve vraiment pas qu'on a un mauvais milieu. Pour moi, Valverde, s'il est à son meilleur niveau, enfin oui, ça sera toujours avec des si. Mais quelque part, c'est des si qui l'ont déjà été. S'il est à son meilleur niveau, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs milieux du monde. Je pense pareil de Bellingham, c'est carrément un des meilleurs joueurs du monde s'il est à son meilleur niveau. Et ensuite, il y a Arda Güler qui, je pense qu'on le voit, a quand même un vrai potentiel. Pour moi, on n'a pas un milieu qui est faible, mais qui est peut-être mal utilisé. Est-ce que c'est Euh, pas un milieu qui est, comment, il n'y a pas de terme pour ça, mais je veux dire, est-ce que le Real, le board n'a pas surexploité le milieu de terrain
est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'achats au milieu? Parce que là, il y a eu il y a moins d'une semaine, il y a eu un duel entre Bellingham-Güler. Et quand on le fait, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas trop de milieu, en fait, tout simplement? Bah, moi, Je dévie un petit peu, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de milieu de grande classe? Et dans tous les cas, on ne dévie pas parce que ça revient à parler des problèmes au Real Madrid, parce que c'est peut-être aussi, ça y a une part de ça. Pourquoi Kamavinga, il pourrait ne pas râler? Pourquoi Ceballos, il pourrait ne pas râler? Pourquoi Güler? moi, Vas-y. désolé, moi je trouve pas qu'on a un problème d'avoir trop de milieux. Je pense qu'on a un problème de ne pas trouver la bonne configuration au milieu qui n'est pas aidée par le problème qu'on a devant. Dans le sens où, par exemple, voilà, tu m'as parlé de Chouameni et Kamavinga. Alors Kamavinga, euh, on va dire que moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent il a pas progressé du tout. Je me souviens de ses débuts au Real où des fois il y avait quand même quelques mois qui étaient mauvais. Pour moi, il fait plus. Alors, ça, si, il fait des matchs mauvais. Mais je veux dire, dans la maturité, il progresse quand même. C'est-à-dire que Kamavinga, quand il est arrivé au Real, tu pouvais pas envisager quand même de titulariser Kamavinga contre l'Atlético. C'était impossible d'envisager ça sur les premiers mois. Maintenant, ça l'est. Euh, donc, je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il progresse pas du tout. Maintenant, c'est vrai que. Et moi, ça me déçoit beaucoup parce que je pense que c'est un joueur. En fait, moi, c'est vraiment très personnel. C'est ma vision ultime du 6. C'est-à-dire que comment il joue, sa mobilité, comment il utilise ses jambes, comment il utilise son corps, ses tacles, sa défense en un contre un. Moi, vraiment, j'adore le joueur. Ce qui nous frustre, c'est qu'il n'arrive vraiment pas à s'imposer comme un des piliers de cette équipe, alors que, franchement, en termes de talent, en termes de ce qu'il a dans les jambes, de ce qu'il peut faire au foot, c'est peut-être au-dessus de Bellingham, par exemple. C'est peut-être encore plus fort. Euh, mais faut dire que Kamavinga, déjà, n'a jamais eu une longue période où il a pu jouer 6 qui pour moi est son poste, pour lui aussi d'ailleurs. Il a jamais eu d'assez longue période. Il y a eu quoi? En 22-23, il y a eu un ou deux mois vers janvier, février, ou plutôt février-mars, qui correspond, je crois, à une de nos meilleures périodes de la saison. En 23-24, il y a eu quelques matchs par-ci par-là. Et en 24-25, pareil, il y a même quasiment eu aucun match. Donc, il y a ça. Et en plus, il s'est beaucoup blessé. Donc, moi, il y a quand même cette excuse-là. Mais c'est décevant. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, pour Chouameni, ce que toi, tu as oublié de préciser. Désolé, je parle beaucoup, je crois, dans cet épisode. Non, t'inquiète, c'est intéressant. Ce que tu as oublié de préciser, Quand tu dis John. toi, tu dis pas ou John? Non, vous deux. Ok. Ah non, non, pardon, John, désolé. Ce que tu as oublié de préciser, John, c'est que Chouameni fait partie de ceux qui profitent du nouveau Real de Mbappé. Qui profite, qui est promu par, par ce nouveau Real. Parce que Chouameni, il a été titulaire. Je crois il a raté un seul match cette saison parmi ceux qui pouvaient jouer. Euh, donc quand on dit Chouameni est mauvais, on parle aussi du Real de Mbappé qui est mauvais. Et moi, pour le coup, là, sinon, je suis vraiment d'accord avec toi sur le joueur, à qui je ne trouve vraiment rien. Je trouve vraiment que tu peux mettre, j'en sais rien moi, je dis au hasard. Ederson de l'Atalanta, par exemple. Et je crois que même Henderson de Manchester City, tu le mets à la place de Chouameni, je crois que c'est mieux. Non, mais on parle sérieusement, Sacha. Là, je te parle sérieusement. Ederson de l'Atalanta, j'aimerais bien le voir à la place de Chouameni. Juste pour vérifier. Mais moi je te promets, John, je te promets, hein, et je fais des efforts, que pour moi, quand je vois Chouameni sur un terrain de foot, je te le promets, John, je me dis, en fait, je ne vois pas ce que ce joueur fait que quelqu'un d'autre pourrait pas faire, en fait. Je vois pas ce Exactement. que Chouameni fait que... Là, tu vois, bon, pour la blague, j'ai dit Ederson de Manchester City, mais il se trouve qu'il est encore plus fort techniquement que Chouameni. Mais ça va te paraître dingue ce que je te dis. Mais Je vois pas... Je, Neuer aussi, il est plus technique que Chouameni. largement. Je vois pas Moi ce que aussi, hein. Chouameni fait en 6 que Bafétimbi Gomis sait pas faire en 6. Pour moi, il fait... C'est-à-dire que il sait contrôler un ballon, bon, pas toujours. C'est-à-dire qu'il prend quand même 10 ans à chaque fois pour s'orienter et tout. Et faire la passe au premier joueur libre qu'il voit.
Mais ça, y a rien de compliqué à ça, en fait. Moi, je veux bien essayer à sa place, si jamais vous avez besoin d'un Mais, psy. Essaye. mais Sacha, moi, je vais vous dire quelque chose Dis-nous. qui est extrêmement impopulaire le concernant. Oh là là. Vas-y. Moi, c'est même pas le jeu avec ballon qui me dérange, les gars. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est les deux, en vrai. C'est pas que ça me dérange pas. Oui, Mais je mais suis d'accord alors, avec oui, toi. je comprends. Mais moi, même quand on me dit, voilà, il a tel rôle, donc faut pas lui demander de faire ce qu'il sait pas. Moi, c'est justement par rapport aux 10 rôles que Hmm, moi, c'est ça qui me dérange le plus. je suis d'accord. Parce que, comme je l'ai dit, le gars, il évite beaucoup de duels. Et quand tu as un peu un milieu qui est désordonné dans les phases de transition, le gars, tu vois, qui parle chinois. Il sait pas quoi faire, il reste là un peu, il essaie de faire écran. Exactement. Voilà. Et c'est là aussi la comparaison Et, avec Kamavinga en 6. Désolé, je te coupe un peu la effectivement. parole, mais Non, mais alors, je vais y venir. Et pourquoi, par exemple, lors d'un match comme le Classico, il est très bon? Parce que il a des coéquipiers qui sont proches de lui en phase défensive et il a que à intercepter avec ses longs compas. Il n'a pas à faire de course pour aller prendre le ballon dans les pieds Mais, de l'adversaire et le récupérer. Et c'est là où Kamavinga, comme tu le dis, lui, il a cette capacité-là. mais et pardon, vas-y peut-être Axel. peut-être un peu m'éloigner, mais comment vous expliquez ça? Parce que moi, je vois beaucoup, j'ai beaucoup vu ces débats à Chouameni, donc j'ai commencé à me concentrer dessus depuis quelques matchs, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'une des définitions de haute nature, hein. C'est le contrôle passe, et encore comme dit Sacha, et sans ballon, t'es absent, il fait rien de bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, est-ce que c'est un problème de confiance? Moi, j'ai pas vraiment la réponse parce que peut-être la comparaison est lointaine, mais moi, j'ai vu des matchs de lui à Monaco, c'était tout l'inverse. C'était plus ce qu'on voyait de Kamavinga aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une confiance qui émanait. Il était partout sur le terrain, il pouvait marquer, il était le leader. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que là, j'ai pas envie de dire qu'on lui fait entièrement confiance, mais en vrai, si, hein, Hmm. quand on parle de méritocratie et qu'on voit qu'il est tout le temps titulaire, alors qu'il a fait une saison dernière, certes, c'était plus en tant que défenseur central, mais catastrophique, et que là, c'est toujours pas bien et qu'il est toujours là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi on n'arrive plus à le retrouver, en fait. Bah, moi, je veux bien vous répondre un petit peu. Je réponds à vous deux parce que déjà, John, je voulais te rajouter un truc sur Kamavinga. Donc déjà, je partage totalement ce que t'as dit là, John, sur Chouameni. Et que j'allais te dire, c'est pour ça que moi, quand on me dit Kamavinga sans ballon, il défend pas bien, comment dire, en défense de placement, j'ai envie de dire, ok, c'est vrai, son placement est pas toujours top. Sauf que Chouameni non plus. Mais la différence, c'est que Kamavinga, lui, en duel, en un contre un, le nombre de ballons qu'il récupère, c'est même pas juste que c'est mieux que Chouameni, c'est même pas que c'est bon, c'est que c'est peut-être un des meilleurs au monde dans ce domaine. C'est-à-dire les tacles qu'il fait. Je sais même pas si. En fait, je sais même pas si Casemiro défendait comme ça en un contre un. Et puis Kamavinga, il peut aussi aller presser. Voilà, en défense en un contre un, moi je le trouve vraiment super fort. Et, et donc, toi, après, Axel, tu parlais de oui, de pourquoi. Bah, moi, je vais te dire ce que je pense. Faut pas oublier qu'à Monaco, et même en équipe de France avant, bon, peut-être en équipe de France un peu plus, mais Chouameni jouait pas 6. Chouameni jouait pas 6, il jouait dans un double pivot où Avec Fofana. avec Fofana ou alors souvent dans un double pivot, il y en a un qui est plus défensif que l'autre. Pour le coup, il y avait aucun des deux ils avaient vraiment plutôt le même rôle. Et Chouameni jouait plus comme un box-to-box. Il faisait beaucoup plus de courses. euh, il couvrait beaucoup plus les zones latérales du terrain. Et donc, il arrive au Real. Je dis toujours les 6 premiers mois, c'est plutôt les 3 premiers mois jusqu'à la Coupe du Monde sont très très bons. Où il joue en 6 pour le coup, étonnamment. Et puis après, à force, peut-être pas qu'il s'est rendu compte que c'est pas son poste, mais au bout d'un moment, le sur-régime est tombé. Et donc depuis, on se tape avec un 6 qui n'est pas un 6 en fait. Pour moi. Et Moi, tu sais, attends, excuse-moi de t'interrompre, vas-y. mais ce qui illustre à merveille ce que tu viens de dire, c'est que moi, lors du match à Anfield contre Liverpool, les phases où je l'ai trouvé le meilleur, c'est quand il se projetait avec balle. Voilà.
Tu vois? Exactement. Donc, et ça, un gars de la commu parisienne sur Twitter l'avait dit quand ils l'ont acheté. Le Real Madrid, il se fourvoie avec Tchouaméni parce qu'il pense que c'est un 6, alors que c'est un 8 dans un double pivot. Un 8 qui se Exactement. projette. Tu vois, un box-to-box. Tu vois, un Pogba, mais en 3 fois moins fort. En fait. Exactement. Comment dire? Et même moi, c'est surtout aussi pour la défense. C'est-à-dire que moi, j'ai bien envie de voir Tchouaméni presser. Ça, on l'a jamais vu. J'ai bien envie de voir Tchouaméni monter haut pour presser. Contrairement à défendre en reculant. Et là, moi, je pense que là, il peut être plus intéressant. Ça, on l'a vu contre Valence, le match avant Anfield. J'ai regardé de nouveau le match. En première mi-temps, il défend en avançant et il récupère des ballons Hmm. dans le camp adverse. Et là, c'était très bon. Mais justement, là, tu avais toute l'équipe qui fonctionnait, on va dire, bien, qui était coordonnée, on va dire, on va pas mentir, ce match contre Valence, c'était quand Ouais. même très positif. Mais par contre, tu vois que quand, dans un match à Anfield où lors de la deuxième mi-temps, tu perds un peu pied et que tu as un peu des espaces entre les lignes et que l'équipe prend des transitions, c'est là où il est perdu. Mais alors, si on est d'accord là-dessus, comment on peut expliquer que lors de la Coupe du Monde des clubs, dans la défense à 3 en tant que libéraux, il a été excellent. Il n'a pas été bon, il a été excellent. Comment on t'explique ça, Sacha? Mais est-ce que déjà la Coupe du Monde des clubs, c'est pas un monde à part? Parce que je trouve qu'il s'est passé plein de choses étranges Je suis pas qu'on d'accord. ne voit plus aujourd'hui. Mais je suis pas d'accord. On parlait d'Arda Güler qui est en tant que 6-8. On parle de Gonzalo Garcia. On parle de Tchouaméni. On parle du déclin de Raúl Asensio. Enfin, du déclin. De la mauvaise performance, pardon, de Raúl Asensio. Moi, j'ai quand même l'impression, j'ai quand même envie de prendre cette. Et pas parce que le Real fait plutôt, on va dire une bonne Coupe du Monde des clubs et encore. Mais j'ai envie de prendre cette compétition comme une compétition à part. Hein. Peut-être pas, je parle pas de la Coupe du Monde des clubs en général, juste vraiment de ce qui s'est passé cet été. Pour moi, c'était assez étrange et j'ai bien envie de. Enfin, pour moi, c'est une parenthèse. C'est pas. Pour moi, Bah oui, mais pourquoi on peut même pas revoir un petit peu ce qui s'est passé là, quoi? Je veux dire, peut-être que c'est une parenthèse, si tu veux, on le saura jamais. Si on n'essaye pas. revoyez, mais c'est ce que j'estime. Non, mais dans quel sens tu dis que c'est une parenthèse, Axel? Tu dis, c'est ça que je comprends pas. C'est que c'est. Pour moi, le feeling est différent. C'est deux Real Madrid totalement différents. J'ai l'impression. Et, euh, et je ne saurais pas vraiment expliquer le pourquoi du comment, mais pour moi, il n'y a rien à voir entre cette Coupe du Monde des clubs et ce Real Madrid-là. Et Ouais. dans plein d'aspects. Alors, c'est vrai que Mbappé était moins présent. Est-ce que c'est vraiment le diable? Je ne sais pas. Mais, euh, mais en fait, bien sûr, c'est un sentiment personnel. Moi, j'en fais une parenthèse. Je ne vous interdis pas de revenir dessus. Mais l'ambiance était différente. Déjà, peut-être le fait que ce soit une compétition pardon, inédite, que c'était la première édition, il y a eu un peu un remous bizarre. Et, euh, et, et, et pour moi, je vois plus un Real, même si c'est Xabi Alonso, je vois une continuité de 24-25 plus que cette Coupe du Monde des clubs, dans ce qu'on voit dans le caractère et dans la mentalité. Donc, pour moi, Oui, ça en fait une mais parenthèse. il y a un problème, Axel. C'est que, parenthèse ou pas, que ce soit lors de la Coupe du Monde des clubs ou lors de la saison d'après, que ce soit en Liga ou Ligue des Champions, tu tombes contre une grosse équipe, tu perds. Donc, à partir de là, et tu perds dans quelles circonstances? Face au PSG, tu reviens à la défense à 4. Et ton milieu se fait manger. Et pourquoi c'est un problème? Et là, je suis totalement d'accord avec Sacha. C'est que cette formation à 3 défenseurs, elle mettait des joueurs dans des bonnes dispositions. Je ne sais pas si tu as vu justement, et ça fait écho à ce que justement Iñaki Angulo parlait et Romain Molina par rapport à Valverde, qu'il n'est pas content de son poste. Quand il a fait ce communiqué pour parler de son poste, du fait qu'il était disposé tout le temps à jouer latéral droit, lorsqu'il avait été interviewé, il a bien précisé que pendant la Coupe du Monde des clubs, il avait joué dans le cœur du jeu et qu'il avait bien joué. Est-ce qu'il est C'est vrai? vrai. Il avait joué à côté d'Arda Güler. Donc, Valverde était bon, il était épanoui. Tchouaméni était bon, mais il n'était pas épanoui parce qu'on sait qu'il n'aime pas jouer en défense. Arda Güler était intéressant aussi. Bellingham aussi dans ce rôle, dans le demi-espace droit, était intéressant. Donc, comment tu peux expliquer
que des joueurs qui sont alors que les joueurs sont, on va dire, la majorité de tes joueurs sont épanouis, mais ils sont, allez, on va dire tous bons. Comment tu peux expliquer que tu ne reviens pas à ce qui a mis tes joueurs dans les meilleures conditions? Bah, surtout que ce que tu as dit en préambule, c'est que c'est les joueurs en plus qui apparemment. D'après Molina. Ouais. Donc il s'est passé quelque chose, surtout lors de ce match contre le PSG, où l'équipe est revenue à 4 derrière. Ça a coïncidé avec le retour de Mbappé à la titularité. Quelque chose, ce qui s'est passé là, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour moi, le début des problèmes a commencé lors de ce match contre le PSG. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha. Bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, quelque part, non, le début des problèmes a commencé le 3 juin 2024 quand Kylian Mbappé a été annoncé, je pense. Mais sinon, sinon, moi je suis d'accord avec toi en tout cas qu'on peut que moi enfin que je suis pas d'accord avec Axel de dire que c'est une parenthèse. C'est-à-dire que pour moi c'est pas une parenthèse si on a vu Arda Güler combler un problème dont on parle depuis la saison dernière, qui est la relance et la perte de crosse. Et puis, en fait, même si c'est une parenthèse, bah, on le sait pas en fait si on n'a pas essayé ce qu'on a vu là. Je veux dire, on a vu quelque chose là qui nous a tous fait plaisir, qui a été bien. C'est-à-dire, pourquoi on considère que, ok, c'est une parenthèse, faut pas réessayer? Je sais pas, c'est bizarre. Alors, ça, c'est une très bonne question que tu poses, Sacha. Parce qu'il y a des gens dans la communauté du Real Madrid qui soit minimisent ce qui s'est passé, soit en renvoient au contexte. Et comme toi, je me pose la question de savoir pourquoi. Bah en plus c'est même pas pour dire qu'on a affronté des clubs de pitre quoi, on doit être une des seules équipes à avoir affronté on a affronté la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. Ok. Après je vais pas débattre sur Pachuca et Salzbourg. Mais La meilleure ensuite équipe du à pays. partir des huitièmes de finale on a affronté Juve, Dortmund, PSG quoi. Donc même si c'était peut-être pas leur forme ultime, pour le coup on n'a même pas affronté des équipes perdues de Nouvelle-Zélande. Moi, je te rejoins entièrement, Sacha. J'aimerais encore vous faire réagir sur des déclarations de Thibaut Courtois hier soir dans El Partidazo de la radio Cope, Il a dit Thibaut. qui dit qu'il y a une bonne relation entre le vestiaire et l'entraîneur. Il dit que dans le vestiaire, il y aura toujours des joueurs qui seront mécontents par rapport au fait de ne pas jouer assez, mais il dit, dans notre équipe, tout se dit de face. Est-ce que vous pensez que là, il y a... Est-ce que c'est les déclarations on va dire, d'un capitaine officieux qui essaye d'éteindre les possibles feux avant le retour de la trêve, ou on a vraiment un homme qui est honnête et qui dit tout simplement la vérité? Et ce qui corroborerait la théorie de Sacha, si c'est le cas, de dire que toutes ces informations étaient inventées. Je pense qu'on le saura jamais. Et qu'en même temps, le mot honnête et Thibaut Courtois dans la même phrase, moi, c'est pas ce qui me réchauffe le plus. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, je pense que c'est un truc à faire. Voilà. C'est vrai que c'est un leader. Je sais pas s'il est dans la hiérarchie des capitaines, mais en tout cas, c'est un capitaine officieux dans tous les cas. Donc, c'est la chose à faire. Voilà. Mettre un peu d'eau sur le feu, calmer un peu ce qui se passe dans les médias, rassurer et essayer de trouver une solution en interne. Maintenant, maintenant c'est aussi ce qu'ils auraient fait si c'était vrai, quoi. Ouais, exactement. Franchement, je sais pas c'est lequel des deux. Je dirais que c'est peut-être un peu des deux. Je pense pas qu'il se passe rien du tout dans le vestiaire, dans le sens où... mais je pense que dans tous les vestiaires du monde, il y a des gens qui s'aiment moins que d'autres, il y a des gens qui sont pas contents de jouer, enfin voilà. Euh, que tout le monde se dit les choses en face exactement, je sais pas. En tout cas, si c'est peut-être ce qu'il a voulu dire, je serais d'accord avec lui pour dire que voilà, c'est sûrement pas la zizanie comme on le pense, que les joueurs sont tous fâchés entre eux, que Kamavinga
Il y a son entourage qui leak, Mbappé a son entourage qui leak. Euh, bref, voilà, tout ça, je pense pas forcément que ce soit vrai. Et puis voilà, et puis dans tous les cas, il y a des trucs dans tous les vestiaires du monde. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que il se passe peut-être des choses. Alors, s'il se passe des choses, peut-être qu'il se passe des choses. Bah, en fait, on les détourne pour en faire des trucs de fou. C'est comme. Alors, peut-être je me trompe, hein. Mais vous avez vu là le truc de Vinicius qui disait pendant le match contre le Rayo Vallecano, quand Xabi Alonso fait un changement, Vinicius il dit ouais, on dirait qu'il a pas envie de gagner aujourd'hui. Bah, je sais pas si vous jouez au foot, mais concrètement, des trucs comme ça, dans un vestiaire entre des joueurs, entre le joueur et le coach, ça arrive tout le temps en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des remarques, oui, il y a des petites disputes, ça arrive tout le temps. Euh, Maintenant, bah, ça va pas faire parler comme ça arrive tout le temps. Mais le jour où toi, t'as envie de créer un problème, bah, tu prends ça et tu dis ah, regardez ce qu'il a dit. Donc voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est facile de sortir certaines réactions de leur contexte. Et puis, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est des choses de la vie courante d'un vestiaire. Maintenant, moi, je pense que Xabi Alonso a beaucoup de pain sur la planche pour, comme tu le dis, faire passer un cap à cette équipe, pas seulement dans les grands matchs, mais dans les matchs où il n'y a pas d'espace. Parce que pour moi, l'association Vinicius-Mbappé ne me plaît pas. Mbappé n'a pas envie d'attaquer la surface. Donc à partir de là, vu que monsieur, on n'a pas le droit de lui dire de l'attaquer, il faut trouver des solutions. Xabi Alonso n'a pas le courage, ou alors n'a pas la présence d'esprit, lors d'un match comme face à Liverpool ou le Rayo, de faire entrer Gonzalo et de désaxer Mbappé sur le côté droit, par exemple. Donc à partir de là, il devra trouver des solutions. Parce que comme tu l'as dit, de toute façon, on peut peut-être le gagner de la Liga, parce qu'effectivement, nos chers amis barcelonais ne sont pas très au point cette saison. Ouais. Mais ça va de toute façon coincer à un moment ou à un autre en Ligue des Champions. Mais vous aussi, vous allez coincer en Ligue 1. Bah oui, mais on va peut-être pas coincer autant que vous. Mais c'est ça. Et c'est ça. Parce que voilà, nous, de toute façon, on le sait très bien. Nous, on est conscients de nos forces et nos faiblesses. Mais peut-être pas autant que vous, comme tu le dis. Quoique moi, je pense que si Rafinha revient bien, on va avoir un autre Barça. Mais ça, c'est un autre débat. Écoutez, les gars, moi, je vous remercie pour cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci à toi, John. C'était bien et cool. important de débriefer sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt à tous. Ciao. Salut.